Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que je sais qu'on va parler de red teaming et plus particulièrement de contournement d'antivirus et d'EDR. La technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est une technique d'évasion de détection statique qui consiste à obfusquer la table d'import, j'ai nommé l'IAT Obfuscation. Pour comprendre comment fonctionne cette technique, il faut déjà avoir quelques bases. Tout d'abord, il faut comprendre que Windows, c'est un système fermé, c'est un système propriétaire. Microsoft n'a pas donné accès à son code source, et donc pour permettre aux développeurs d'applications d'interagir avec son système, il a développé ce qu'on appelle une API. Cette API, en fait, elle fonctionne avec des librairies qui contiennent des fonctions, et donc pour, par exemple, créer un processus enfant, eh bien en fait, on va charger une librairie et utiliser une de ces fonctions, par exemple createProcessA, pour pouvoir créer un processus, et ensuite cette librairie va convertir en quelque sorte notre demande en code machine qui va être interprété au niveau du noyau de Windows. De cette façon, Microsoft peut continuer de conserver fermé son système d'exploitation tout en permettant aux développeurs de créer des applications pour interagir avec son système. Le problème du point de vue des attaquants, c'est que lorsque l'on va charger ces librairies au niveau de notre binaire pour utiliser ces fonctions, eh bien on va appeler ces fonctions-là et elles vont être insérées dans une table, la table d'import. On va importer les librairies, importer les fonctions pour pouvoir les utiliser. Et lorsqu'on fait une détection statique, lorsqu'on va analyser sans exécution un binaire, on va pouvoir aller récupérer dans sa table d'import l'ensemble des fonctions que le binaire utilise. Et donc si tout de suite je fais un premier test, ici j'ai une clé AES ainsi qu'un payload. Notre payload donc contient un shellcode, tout simplement des instructions qui vont permettre de connecter notre victime au serveur de contrôle, au serveur des attaquants, pour leur permettre de piloter leur victime. C'est un shellcode donc malveillant. Si je ne le chiffre pas, eh bien tout simplement l'antivirus va scanner notre fichier, notre binaire, et va voir les instructions malveillantes telles quelles à l'intérieur, et donc mettre en quarantaine ou supprimer notre binaire. Donc ici je l'ai chiffré en AES, tout simplement pour éviter cette détection. Je vais utiliser une fonction virtualAlloc qui permet de réserver, d'allouer un espace mémoire dans notre processus actuel. Cet espace mémoire, il fera la taille de notre payload, de nos instructions malveillantes. Et dans cet espace mémoire, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais venir déchiffrer notre payload pour récupérer les instructions malveillantes et je vais venir les copier, les déplacer dans l'espace mémoire que l'on vient de créer. Cet espace mémoire, une fois que j'ai inséré mon shellcode à l'intérieur, je vais utiliser la fonction virtualProtect pour modifier sa protection afin de le rendre exécutable. Une fois qu'il est rendu exécutable, je vais créer un thread avec la fonction createThread pour pouvoir exécuter notre shellcode au travers d'un thread, notre shellcode qui est donc dans l'espace mémoire que l'on vient de réserver. Et ensuite, wait for single object, donc j'attends la fin complète du thread. Et donc, si je génère notre solution, ici, mon programme est correctement compilé. Je vais utiliser un outil de la suite Visual Studio qui s'appelle Dumbin et qui permet de lister les fonctions importées dans l'IAT, donc dans la table d'import. Pour cela, je vais tout simplement donc utiliser notre binaire Dumbin avec l'option /imports et je vais lui spécifier donc l'emplacement où se situe notre simplecalc.exe. Ici, je vais le copier. Hop. Et donc, si je regarde tout en haut, ici, dans la table d'import, donc import address table, je vois que les fonctions virtualAlloc sont utilisées, virtualProtect, createThread, wait for single object. Grâce à cette table d'import, je peux donc anticiper, savoir de quoi est capable notre binaire, sans même l'avoir exécuté sur ma machine, juste de manière statique, en regardant dans sa table d'import. Donc je peux voir qu'il peut allouer un espace mémoire, y copier des choses à l'intérieur, les rendre exécutables, créer un thread, etc. Pour pallier à cela, je peux donc utiliser ce qu'on appelle le dynamic linking. Plutôt que d'appeler la fonction de la librairie qui m'intéresse via l'API, eh bien je vais tout simplement aller lire les propriétés de mon processus en cours, ce qu'on appelle le PEB, récupérer la librairie qui m'intéresse et lire son contenu, récupérer l'adresse des fonctions qui m'intéressent et donc appeler ces fonctions via leur adresse plutôt que via l'API. Et donc si on regarde le code source de notre projet pour faire du dynamic linking, j'ai donc notre clé de chiffrement-déchiffrement, notre payload qui contient nos instructions malveillantes qui permet à notre victime de se connecter sur le serveur de contrôle de nos attaquants. Je récupère un handle via une fonction custom getModuleHandle sur notre librairie ntdll.dll, c'est la librairie qui contient les fonctions qui nous intéressent.
Et donc ces fonctions, je les redéfinis juste ici en dessous. J'ai une fonction qui me permet d'allouer de la mémoire, d'écrire notre payload à l'intérieur, de modifier la protection de cette mémoire et de créer un thread et d'attendre la fin de son exécution. J'utilise pour récupérer leur adresse une fonction custom get proc address qu'on verra juste après. Et ici avec ces fonctions, donc j'alloue la mémoire pour notre shellcode, je le déchiffre, je l'inscris dans notre mémoire, je modifie sa protection pour le rendre exécutable, je crée un thread et j'attends la fin de son exécution. Tout simplement, c'est exactement comme tout à l'heure. Et donc un peu plus haut dans notre code source, eh bien on a toutes les définitions de structure qui nous permettent ici d'allouer un espace mémoire, d'y inscrire notre shellcode, de modifier la protection de cet espace mémoire, de créer un thread, d'attendre la fin de son exécution, etc. J'ai ici une fonction custom get module handle qui va venir lire le PEB de notre processus en cours. On lui passe en paramètre le nom du module qui nous intéresse, le nom de la librairie qui nous intéresse. Et donc, il va parcourir en fait toutes les librairies qui sont chargées dans la mémoire de notre processus via son PEB et comparer leur nom. Et une fois qu'il a trouvé celle qui nous intéresse, eh bien, il nous la renvoie. Et ensuite, j'ai une fonction custom get proc address. Pareil, je lui spécifie le module sur lequel on a récupéré un handle. En l'occurrence, ici, c'est la ntdll.dll. Le nom de la fonction qui m'intéresse, donc create thread, nt alloc virtual memory, etc. Et je vais récupérer tout simplement eh bien, un pointeur vers cette fonction, vers l'adresse de cette fonction pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir l'utiliser, lui passer des arguments. Et donc ici, il y a un second problème qui va se poser. Puisque on a récupéré dynamiquement les adresses des fonctions qui nous intéressent, on va pouvoir les utiliser. Elles ne seront pas référencées dans notre table d'import, dans l'IAT. Sauf que, on a vu juste ici que pour récupérer les fonctions qui nous intéressent, eh bien on passe en paramètre à notre fonction custom get proc address le nom de la fonction qui nous intéresse. Ce qui veut dire que quelque part, dans les chaînes de caractères de notre binaire compilé, on va retrouver en dur, sans chiffrement, le nom des fonctions que l'on va rechercher. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, puisque nous, ce qu'on veut, c'est ne pas être détecté de manière statique. On ne veut pas qu'il y ait de traces des fonctions que l'on utilise. Pour cela, on va utiliser une deuxième technique d'attaquant. Accrochez-vous bien, le compile time API hashing. Derrière ce gros mot, il y a une explication toute simple. Ici, je vais passer en paramètre à une fonction hashstring dj2ba les noms des fonctions qui nous intéressent, nt allocate virtual memory, nt write virtual memory, etc. Le create thread, la protection de la mémoire, etc. Et donc, cette fonction, elle va tout simplement venir obfusquer le nom de la fonction pour qu'on ne puisse pas la retrouver en mémoire. Et cette fonction, elle va s'exécuter non pas lors de l'exécution de notre binaire, mais lors de sa compilation. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que du coup, lorsque je vais compiler mon code source en exécutable, eh bien cette fonction va s'exécuter. Et elle va en quelque sorte obfusquer le nom de la fonction. Et ici, lorsque je vais venir faire ma comparaison de nom de fonction dans la fonction custom get proc address, ici, je vais de la même manière obfusquer le nom de la fonction que je recherche lors de la comparaison. Et donc en fait, je vais comparer non pas le nom de la fonction réelle, mais le nom obfusqué au nom obfusqué de la fonction. Et donc de cette façon-là, je vais pouvoir récupérer la fonction qui m'intéresse via son nom obfusqué. De cette manière, une fois que mon binaire est compilé, nulle part dans son code source, dans les chaînes de caractères qu'il contient, je ne vais pouvoir retrouver le véritable nom de la fonction, mais uniquement le nom obfusqué. Je comprends qu'en quelques minutes dans une vidéo ce soit assez complexe à comprendre comme ça. Je vous laisse le code source dans tous les cas en description de cette vidéo. Je vais tout simplement faire un petit test, je vais compiler notre outil. Hop, ici on a notre simple calc IAT obfuscation qui est bien compilé. Et donc je vais réutiliser notre binaire dumbin. Donc là c'est l'ancien binaire. Je vais utiliser donc notre dumbin. De la même façon, je vais utiliser un slash import et je vais l'utiliser sur notre nouveau binaire simplecalc IAT obfuscation. Et à partir de là, si je regarde dans ma table d'import, dans la table IAT, je n'ai plus de virtual alloc, je n'ai plus de ntwrite, je n'ai plus de create thread. Bref, je ne peux pas prédire ce que fait exactement notre binaire. Ici, on voit qu'on a de la comparaison de chaînes de caractères, on récupère une longueur de chaîne, mais je ne peux pas du tout prédire en fait ce que contient notre binaire, ce qu'il va faire exactement. Et donc, évidemment, pour finir cette vidéo, je vais pouvoir copier
notre binaire sur notre victime qui dispose d'un Windows Defender hein, qui est bien activé. Hop. Et donc, si j'exécute notre Simple Calc, voilà, ici, j'ai bien donc un accès depuis notre console Cobalt Strike. Je suis bien identifié sur ma machine. Je peux récupérer les privilèges système sur ma machine. Donc l'obfuscation a bien fonctionné. Ici, Defender a été complètement contourné. C'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. On est presque 50 000, c'est hors norme. Donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait. Je suis très content de faire cette série de vidéos sur justement le contournement d'antivirus et de DR. Donc il y en a des prochaines qui vont arriver hein, évidemment. Je vous dis à très vite du coup pour ces prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien.